Nous vous présenterons dans un premier temps des éléments de contexte pour ensuite évoquer la redéfinition des priorités et nous finirons par la présentation de deux scénarios en évoquant bien sûr les aspects budgétaires et la gestion de la dette sociale. La France fait face aujourd'hui à une crise sanitaire majeure. Le système de santé est fortement impacté. Les hôpitaux, les professionnels de santé sont en première ligne. Le nombre de cas confirmés ne cesse d'augmenter pour atteindre aujourd'hui 82 048. Le nombre de personnes hospitalisées suit la même trajectoire et met en tension les hôpitaux et leurs services de réanimation. Quant au nombre de décès, il s'élève à quasiment 11 000. Au-delà de son effet sur le système de protection sociale, cette crise sanitaire impacte l'opinion des Françaises et des Français, notamment sur la sécurité sociale. Alors qu'avant la crise, la sécurité sociale était haut placée dans le palmarès de la confiance des Français. Ils étaient en effet 69% à avoir confiance en la sécurité sociale. Ils ne sont aujourd'hui que 42%, en raison notamment de leur défiance vis-à-vis des institutions. La crise majeure que nous rencontrons amène naturellement à modifier le calendrier des réformes prévues par l'exécutif, mais aussi d'autres priorités devront également être revues. Alors qu'elle était en phase finale, la réforme des retraites va être repoussée, au regard notamment des prévisions budgétaires dégradées, mais aussi de l'opinion publique. Par contre, les réformes sanitaires devront être accélérées. La crise actuelle a montré tout l'intérêt du numérique en santé et en particulier de la téléconsultation. Leur nombre a explosé, passant de 40 000 avant la crise à 500 000 aujourd'hui. Dans l'optique de la gestion post-crise, l'importance du dossier médical partagé est indéniable. La priorité aujourd'hui est de reconstruire notre système de santé et nos politiques de santé publique. Au niveau des politiques sociales, alors qu'elles n'étaient pas prioritaires, le revenu universel d'activité pourrait le devenir très rapidement au regard de l'augmentation prévisible de la précarité après la crise. Dans cette période d'augmentation importante du chômage partiel et des incertitudes sur la reprise économique, la réforme de l'assurance chômage est aussi questionnée. L'impact de la crise actuelle est considérable sur les projections de croissance et donc sur les perspectives financières de la sécurité sociale. Cette crise sanitaire a un réel coût pour notre pays. Les mesures directes liées au Covid sont estimées à 28 milliards d'euros. Le PIB est également impacté et devrait perdre 5 points. Alors qu'avant la crise, le déficit du régime général pour l'année 2020 était estimé à 11 milliards d'euros, celui-ci devrait finalement s'élever à environ 50 milliards d'euros. Même si certaines prévisions économiques, encore assez floues, évoquent un rebond de l'économie pour 2020, la sécurité sociale va à nouveau jouer son rôle d'amortisseur social, comme elle a pu le faire pour la crise de 2008. Elle absorbera ainsi les charges exceptionnelles liées au Covid, principalement dans l'assurance maladie, et rencontrera des tensions au niveau de ses recettes assises majoritairement sur les cotisations sociales. Je laisse maintenant la parole à Carole Gélin, membre du conseil scientifique, qui va vous présenter les différents scénarios que nous avons imaginés. Donc les organismes de protection sociale sont parvenus à assurer la continuité de service et ont montré leur capacité d'adaptation. Les crises pandémiques, comme celles que nous avons vécues, accentuent fortement les inégalités sociales et territoriales. Tous les citoyens ne sont pas égaux devant ce type de crise. C'est ce qu'a pu montrer la situation dans les EHPAD. Aussi, la protection sociale doit évoluer, elle doit se refonder. Nous vous présenterons aujourd'hui deux scénarios. Un scénario socle à financement constant, qui vous sera expliqué dans un second temps par mon collègue, qui replace la santé au cœur de la protection sociale et qui vise à optimiser le fonctionnement des organismes de protection sociale. Puis un scénario métamorphose qui vise à accroître la résilience des populations, à réduire et à répondre aux enjeux de la protection de demain. Nous passons maintenant au scénario socle qui priorise, comme nous l'avons dit, la santé, le système de santé et optimise le fonctionnement des organismes. Concernant l'axe santé, la crise nous a montré des enseignements. Les hôpitaux ont besoin de moyens humains et financiers supplémentaires. C'est pour ça que nous proposons un grand plan de l'hôpital dans la continuité de celui qui a été proposé dans les mois précédents. Le grand absent et la grande difficulté à gérer la dépendance, les personnes âgées, montrent la nécessité de mettre en place rapidement le rapport de M. Dominique Libaud
sur le grand âge et l'autonomie. Il sera aussi nécessaire dans notre système de santé de créer, de conserver la relation avec les assurés même en période de crise. Le digital est là pour y aider et nous prévoyons la mise en place d'un guichet unique dématérialisé avec la prise en compte des fractures numériques. L'approche territoriale ne sera donc pas oubliée et les organisations de protection sociale travailleront en étroite collaboration avec le réseau Maison France Service pour permettre de surmonter cette fracture numérique. Sur l'axe de la simplification de l'accès aux droits, la France devra retrouver sa souveraineté sanitaire en créant par exemple un grand pôle de santé publique en utilisant les outils que peuvent être la nationalisation sur par exemple des entreprises du médicament mais aussi des équipements médicaux. La crise a montré la nécessité de simplifier les droits. C'est ce qui a été fait pendant ces semaines de confinement pour permettre à la protection sociale d'éviter les ruptures de droits. Il faut à présent réfléchir à poursuivre cette simplification en termes de réglementation. Pour simplifier, il sera aussi nécessaire d'investir dans des systèmes d'information qui permettent une meilleure interopérabilité entre les organismes de protection sociale et interbranches. Enfin, sur le plan d'efficience, l'ensemble des mesures mises en œuvre pendant la crise devront être évaluées. À partir de cette évaluation et des manquements qui auront pu être constatés, les organismes de protection sociale devront créer un plan pandémie qui serait directement applicable en période de crise pour garantir l'accessibilité des services publics, la continuité de la relation avec l'assuré et le guichet numérique sera utilisé à ce moment-là, et également pour optimiser le fonctionnement des organismes en permettant très rapidement de passer au tout télétravail, en priorisant et en mettant en œuvre toutes les actions qui permettent les activités essentielles de se poursuivre. Et enfin, sur le terrain, en créant une véritable aide solidarité entre les organismes pour mutualiser les ressources humaines et permettre aux organismes la continuité du service. Ce qui nous amène maintenant au scénario 2, repenser le scénario que l'on a nommé le scénario de transformation de métamorphose. Alors celui-ci consiste à véritablement repenser la protection sociale et ses missions, à lui donner tout son rôle et à réduire les inégalités et à être capable de supporter sans gros choc des crises comme celle qu'on vient de supporter. Pour repenser la protection sociale, il faudra commencer à combler les trous qui ont fait jour, créer une assurance dépendance pour réduire le reste à charge des personnes âgées et dépendantes. Il est envisagé également de fusionner l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire. Ensuite, pour maintenir la relation avec nos assurés, nous prévoyons la création d'un interlocuteur social unique. Il se baserait sur un dossier social partagé, au même titre qu'on a pu créer un dossier médical partagé, et qui permettrait d'avoir toutes les données de la sphère sociale qui seraient utilisables par tous les acteurs de la sphère sociale. Cet outil numérique serait complété par un maillage territorial coordonné, puisque nous avons vu que la coordination est essentielle entre les organismes de protection sociale, mais aussi pour l'ensemble des acteurs qui contribuent à améliorer le social, pour que la protection sociale puisse jouer son rôle d'intermédiation. Enfin, pour sécuriser les périodes de crise, des offres spécifiques seront créées. La première serait la mise en place d'un revenu universel d'urgence qui serait mobilisable à tout moment. Il permettrait une réactivité que ne permet pas forcément les aides sociales en place et il allégerait également les mécanismes classiques de l'assurance chômage qui est très sollicité en période de crise. Enfin, nous proposons la création d'une assurance contre le risque catastrophe sanitaire qui contribuerait à garantir des prestations et des services complémentaires aux citoyens en période de crise.
Et je passe la parole à mon collègue Enguerrand de Lyon sur les aspects financiers. Merci, chère consoeur, et bonjour à tous. Alors, comme ma collègue a déjà commencé à vous l'expliquer, il y a donc un scénario socle et un scénario métamorphose. Ces deux scénarios sont corrélés avec une modification des finances sociales et des finances publiques. Dans le premier scénario, le scénario socle, les modifications fiscales et sociales sont beaucoup plus légères. Elles sont divisées en 3 volets. Un volet souveraineté, essentiellement dédié à la nationalisation des entreprises sanitaires afin de créer un secteur stratégique en cas de pandémie et en dehors de pandémie, en termes de médicaments, de masques par exemple, comme nous avons pu le voir durant la crise du Covid-19. Ce volet souveraineté devrait être financé par des dettes Covid que je vous présenterai ultérieurement. Un deuxième volet, le volet fonctionnement, essentiellement dédié aux moyens de fonctionnement des secteurs hospitaliers et du secteur médico-social, dont les EHPAD. Ce volet-là serait financé par la suppression de la taxe sur les salaires dans son volet et uniquement dans son volet hospitalier et médico-social, ce qui devrait dégager un surcroît de moyens de fonctionnement de 4,2 milliards la première année dédié à ce secteur de la santé. Enfin, toujours dans le scénario socle, un volet investissement essentiellement dédié aux hôpitaux et aux EHPAD, mais pas uniquement. Il pourrait aussi concerner la modernisation des systèmes numériques de la sécurité sociale, devrait avoir lieu. Ce volet investissement serait financé en grande partie par une dette Covid, encore une fois, je vous en reparlerai ultérieurement, et par la rationalisation des exonérations de cotisations patronales au-dessus de 1,4 SMIC. Dans ce scénario, il s'agirait uniquement des exonérations liées au pacte de responsabilité de 2016, soit 4 milliards d'euros. Pourquoi, très succinctement, proposons-nous de supprimer ces exonérations-là? Parce qu'en adéquation au rapport de Laurence Katz de 1998, de l'étude de l'Institut des politiques publiques de 2018, des 2 études du Conseil d'analyse économique sur le sujet de 2018 et des travaux de Pierre Cahuc et André Zibelberg, nous nous sommes aperçus que ces exonérations-là ne permettaient absolument pas de renforcer la résilience de l'économie en cas de crise et que nous pouvions donc les rationaliser. Je vais passer désormais au scénario métamorphose. Ce scénario métamorphose est nettement plus ambitieux, comme vous pouvez le voir, que le scénario précédent. Il reprend dans son volet santé la suppression de la taxe santé, mais pas uniquement. Nous essayons aussi de nous attaquer aux raisons de comorbidité en influençant les comportements non vertueux et en incitant aux comportements vertueux, notamment à travers les assises et la TVA, pour développer les taxes comportementales. Dans son volet compétitivité, nous proposons la suppression de la C3S, impôt sur les productions extrêmement critiquées, qui devrait permettre notamment un surcroît de compétitivité dans l'industrie agricole et ainsi ralentir la décroissance démographique de ce secteur et renforcer la légitimité de la MSA. Dans le secteur égalité, nous avons un certain nombre de propositions afin de réduire les inégalités criantes au regard de la crise. Au terme de ces propositions, nous proposons notamment d'augmenter les taux effectifs des DMTG, c'est-à-dire des droits de mutation à titre gratuit, qui reposent sur les héritages et les donations. Pourquoi? Le taux effectif de cette imposition est, selon le Conseil des prélèvements obligatoires, de 5,5% uniquement. Même s'il atteint 25% dans les 0,1% héritages les plus élevés, cela nous semble insuffisant pour permettre l'égalité en termes de l'égalité méritocratique. Enfin, dans le volet simplification, nous proposons une rationalisation de tout le système fiscalo-social, notamment en proposant la fusion de l'impôt sur le revenu, de la CRDS et de la CSG à terme, afin de simplifier le portefeuille fiscal. Pour finir, nous proposons dans un scénario divers un certain nombre d'autres ressources, notamment les ressources CADES à terme d'ici 2030, mais aussi des ressources dégagées par la relance économique concrétisée, permise plutôt, par le scénario métamorphose. Je vais maintenant aborder la question des dettes Covid. Les dettes Covid, comme nous avons commencé à vous en parler tout à l'heure, sont une réalité qui apparaissent dès cette année à une hauteur quasiment de 50 milliards d'euros. L'ACOS a déjà prévu une méthode pour contrecarrer l'augmentation de ses dettes à court terme, à savoir la hausse de son plafond d'emprunt, mais cela ne sera insuffisant à long terme. C'est pourquoi nous proposons d'ici 2021 une reprise de la dette Covid par la CADES en contrepartie d'un transfert de ressources fiscales afin de permettre que le remboursement de cette dette Covid ne s'étale pas jusqu'à 2080, mais uniquement jusqu'à 2030. Ces contributions transférées sont appelées paquets Covid. Vous pouvez le voir à l'écran. Il y aura
d'une part, un prélèvement exceptionnel sur les bénéfices des entreprises réalisés pendant la crise. En effet, certaines entreprises ont connu un accroissement spectaculaire de leurs bénéfices et il apparaît légitime que dans le cadre de la solidarité nationale, elles participent sur l'année 2021 au remboursement partiel de la dette Covid. Enfin, nous proposons une refonte de l'impôt sur les plus-values immobilières, rationalisation qui devrait permettre à court terme un rendement de 3 milliards d'euros dédié au remboursement de la dette, à moyen terme un remboursement de 4 milliards d'euros à travers une refonte du correctif monétaire. Cela devrait permettre donc d'éteindre la dette Covid à 2030 et un redéploiement des ressources de CADES d'ici là, notamment pour financer le vaste plan de métamorphose de la protection sociale présenté par mes consoeurs et confrères. Voilà, la présentation est donc terminée. Je tiens à remercier en particulier notre directrice de la publication, Madame Coulmin-Tessier, notre commissaire général, Monsieur Dizigny, notre directrice de la rédaction, Madame Frazaou, notre commissaire général adjoint, Monsieur Antelmi, ainsi que l'ensemble du conseil scientifique, composé de Monsieur Pardel et de Madame Gesselin, que vous connaissez déjà, de moi-même, mais aussi de Monsieur Lopez, Monsieur Damiens, Monsieur Pourquier, Madame Cagnoni, Monsieur Larieux, Madame Filin, Madame Belzane, Monsieur Blessin, Monsieur Robiquet, Madame Kédar, Monsieur Fkir, et enfin, Mesdames Raffin et Favra. Merci à l'ensemble du conseil scientifique pour avoir permis la réalité de ce rapport. Et merci à vous. Nous tenons évidemment à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. N'hésitez surtout pas. Merci. Et au revoir. Bon, merci à vous. C'était à la fois rapide, c'est le jeu, et dense, c'est le thème qui vous était proposé. Là, très centré sur les questions de financement. J'ai proposé à Dominique Libaud, je sais qu'il souhaite toujours réagir rapidement et pleinement à ce qui a été dit, et ensuite David Warup, qui est toujours avec nous, et on l'en remercie, de réagir à la présentation. Avant cela, c'est vrai, on peut faire le jeu qui est sympathique des félicitations par les applaudissements et les petites mains qui s'affichent. Ça fait comme un petit arbre de Noël tout à fait légitime et sympathique, et on applaudit comme ça, c'est joli aussi. Dominique, vous êtes là ou pas? Alors, on voit iPad de Dominique, mais on ne vous voit pas. Ça va là? Ah bah, on vous voit très bien maintenant. Oui. Bah, écoutez, non, moi j'ai trouvé ça tout à fait stimulant déjà, effectivement, et correspond tout à fait à l'exercice. Donc voilà, moi je félicite aussi les élèves. Je trouve ça très bien. Et peut-être avant de réagir ou dire à des réflexions, même j'ai en fait des questions, en fait, quelques questions par rapport à ce qui a été suggéré pour créer un peu le débat. Dans les propositions, je pense que c'était dans le scénario socle notamment, mais vous parlez de la fusion AMO-AMC. Enfin, alors, pourquoi ça revient? Pourquoi ça vous semble une hypothèse intéressante dans le cadre pourquoi ça serait pertinent maintenant plus qu'avant cette fusion AMO-AMC qui est un sujet quand même effectivement assez d'ampleur. Vous avez parlé d'un revenu universel d'urgence. Est-ce que vous pouvez définir un peu plus ce que vous avez en tête derrière ce revenu universel d'urgence? Voilà. Et puis, bon, enfin, alors une question. Alors, moi, il y a beaucoup de positions que je trouve stimulantes. Il y en a une qui m'interpelle un tout petit peu plus. C'est la fusion IR-CSG que vous proposez dans le scénario Métamorphose, sauf erreur de ma part. Ça m'amène une question, c'est, enfin, derrière, est-ce que vous avez une vision de, enfin, justement, demain, la protection sociale et son identité même? Parce que vous voyez, la fusion IR-CSG, c'est quand même une fusion, ça met en cause les ressources propres de la sécurité sociale, CSG, ce qu'on maintient une loi de financement de la sécurité sociale. Néanmoins, si on fusionne la ressource principale de la sécurité sociale avec celle du budget, est-ce que donc on unifie tout ceci? Ben, voyez-vous, comment vous voyez l'unicité de la sécurité sociale demain dans ce scénario-là? Alors là, on sent le blanc de ceux qui ont été interrogés. Moi, ça sur la dernière. Une réponse qu'on peut apporter par rapport à l'assurance maladie obligatoire et complémentaire. On a estimé qu'il y avait un besoin de simplifier, d'une part, de lisibilité de la protection sociale qui est finalement, en termes d'indice de confiance, et peut-être un peu sous-valorisée. Donc, elle a besoin de plus de visibilité et de simplification aussi, d'où l'idée de mettre cet interlocuteur aussi unique derrière. Et en termes de simplification des démarches, ce type de prélèvement-là. Je ne sais pas si vous pouvez compléter, chers confrères ou consoeurs.
Tout à fait. Simplement pour rajouter ce que tu as déjà commencé à expliquer, la réforme devrait, dans un premier temps, à l'accroissement de l'assiette de l'IR sur l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Dans un deuxième temps, sur celle de la CSG et enfin, dans un troisième temps, sur celle de la CRDS, avec un lissage des taux de l'impôt sur le revenu pour éviter une explosion de l'imposition pour les centiles inférieurs. Enfin, l'idée, c'est effectivement de n'affecter qu'une fraction. Donc, il y aurait certes un seul impôt qui financerait à la fois la protection sociale et l'État, mais il pourrait y avoir une fraction bien délimitée en LFSS pour la protection sociale et une fraction bien délimitée en LFI pour financer l'État. Je propose que d'autres élèves puissent réagir après, parce que c'est quand même des propositions particulièrement volontaires. Et avant que d'autres élèves puissent réagir, il y a la question du RUU, donc le R2U, le RU carré, le revenu universel d'urgence, qu'il faudrait préciser. Oui, alors s'agissant donc du revenu universel d'urgence, l'idée serait d'instaurer une prestation en cas de crise qui serait plus réactive dans son octroi que les aides sociales classiques, tout en évitant d'engorger les mécanismes de l'assurance chômage. Bien, vous avez mis d'ailleurs, je vous taquine là-dessus, là, l'Espagne. Vous avez regardé un peu le détail de ce qui se raconte sur l'Espagne alors là-dessus? Oui, également. Alors, si on a bien compris, l'idée, c'est d'instaurer donc un revenu minimal actuellement, mais pour les travailleurs qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie. Et au regard de cette expérimentation, l'objectif post-crise serait éventuellement de généraliser un revenu minimum garanti, mais pour les personnes les plus démunies et pas exclusivement pour les travailleurs ayant perdu leur emploi. Bien. Ce que je vous propose pour que ceci fonctionne bien, c'est que vraiment chacun ferme bien son micro et sa vidéo lorsqu'il ne prend pas la parole et qu'à l'inverse, lorsque quelqu'un prend la parole, il ouvre sa vidéo et son micro parce que sinon on se perd dans qui dit quoi. Donc, Carole, si vous pouvez fermer votre vidéo aussi, ce serait parfait. Je vous propose qu'on passe tout de suite la parole à David, de façon à ce qu'il nous dise ce que sont ses observations et certainement questions. Et puis, nous allons reprendre la discussion d'ensemble. Oui, merci. Merci encore à tous les contributeurs pour cette présentation effectivement très intéressante. Donc moi, j'apprécie beaucoup les propositions très volontaristes. Je pense que c'est utile par les temps qui courent. Je ne vais pas trop m'appesantir sur les sujets évoqués parce que je ne les connais pas très bien, je ne les maîtrise pas très bien sur le fonctionnement de l'assurance maladie et la fusion AMO-MC. Ce qui m'a marqué, c'est les propositions de financement qui ont pu être faites avec quelques remarques en vrac. J'ai notamment remarqué que vous avez commencé par proposer de supprimer des recettes actuelles de la sécurité sociale, la taxe sur les salaires pour les hôpitaux, la C3S. Alors, je suis un peu dubitatif, c'est pas exactement la même chose, mais certes, pour la taxe sur les salaires sur les hôpitaux, ça ferait moins de recettes d'un côté pour la sécurité sociale, mais moins de dépenses pour les hôpitaux. Donc, on peut se dire que c'est de la circularité. On simplifie et ça a finalement assez peu d'impact au global. Reste la question de la faisabilité juridique, puisque actuellement la taxe sur les salaires, elle est due par toutes les entreprises, les entités qui ne sont pas redevables de la TVA. Si on transforme ça en une taxe uniquement pour le secteur financier, puisque ce serait quasiment le seul contributeur, se pose un problème d'égalité devant les charges publiques et de critères pour cette taxe. Et donc, est-ce qu'on n'ouvre pas le risque de supprimer complètement la taxe, hein, qui est déjà assez largement écornée, et dans ce cas-là, on ne perdrait pas simplement les 4 milliards de recettes payées par les hôpitaux, mais plutôt les 13 milliards de recettes actuelles dont bénéficie la Sécu à ce titre. Quant à la suppression de la C3S, alors je sais qu'évidemment, c'est un impôt qui apparaît bête pour un certain nombre d'observateurs. Je n'ai pas forcément de jugement personnel là-dessus. Je sais juste que ça fait longtemps que ça a été proposé, qu'on avait réduit un peu la voilure, passant la recette de 6 à 5, puis de 5 à 4 milliards à peu près.
Bon, se priver de ces 4 milliards de recettes alors qu'on en cherche, en espérant que ça va conduire à un renforcement de la compétitivité d'un certain nombre de grands groupes qui, de toute façon, font déjà aujourd'hui beaucoup de bénéfices et versent d'énormes dividendes. Je ne suis pas sûr que ce soit absolument nécessaire et ça risque de nous priver, encore une fois, de recettes. Je suis beaucoup plus convaincu par les pistes autour des droits de mutation à titre gratuit, d'un certain nombre de suppressions d'exonérations. Sur ce point, je me demande pourquoi vous vous êtes limité à proposer de supprimer ou de réduire les exonérations qui avaient été décidées dans le cadre du pacte de responsabilité en 2016. Pourquoi pas réduire le système global des allègements généraux qui coûte extrêmement cher aujourd'hui maintenant qu'on a fusionné avec le CICE, qui porte aussi sur les assurances retraite complémentaires et sur l'assurance chômage, qui peut-être ne s'articule pas très bien avec le relèvement de la prime d'activité, conduit les entreprises et les salariés finalement à se dire qu'une augmentation des salaires coûte très très cher à l'entreprise parce qu'on réduit les allègements généraux, donc ça coûte d'autant plus cher en cotisation patronale, et ça réduit le montant de la prime d'activité pour ceux qui sont au SMIC quand le salaire net augmente. Et donc finalement, pour avoir une hausse visible de pouvoir d'achat du salarié autour du SMIC, on aurait probablement un coût exorbitant. Donc, est-ce que ce n'est pas une réflexion plus globale qu'il faudrait avoir sur le niveau extrêmement élevé des allègements généraux aujourd'hui, plutôt que simplement la petite partie, entre guillemets, décidée en 2016. Enfin, je rejoins les préoccupations évoquées par Dominique sur la fusion CSG hier, même si vous y avez déjà partiellement répondu. Je suis très dubitatif, sur la capacité à préserver une assiette CSG aujourd'hui très peu mitée, alors que l'impôt sur le revenu l'est beaucoup. Je pense, comme la plupart des observateurs, que c'est évidemment l'assiette mitée qui, à la fin, va gagner. Donc, on va perdre beaucoup de recettes. Et je suis également très dubitatif de faire pour la CSG, ou la fusion CSG hier, ce qui est fait aujourd'hui pour la TVA, avec une fraction, certes, fléchée pour la sécurité sociale, mais cette fraction, elle n'est pas décidée en LFSS, elle est décidée en loi de finances. Et donc avec un risque et une tentation forte chaque année au moment des lois de finances pour l'État de revoir la partie fléchée vers la Sécu, équivalent CSG, et de la réduire progressivement. Parce que là, on a beaucoup parlé de la refonte du modèle de protection sociale et des besoins de financement qui vont devoir être satisfaits. Mais de son côté, l'État, lui aussi, va se retrouver dans une situation extrêmement critique du point de vue des finances publiques et du budget de l'État. Donc, il y aura probablement, comme c'est le cas depuis plusieurs années et encore pendant de très longues années, des tensions assez fortes entre fléchage de financement vers l'État ou vers la sécurité sociale. Et à ce titre, avoir une recette CSG qui, pour l'instant en tout cas, n'a pas fait l'objet d'un partage avec l'État ou avec les collectivités locales, c'était un sujet à un moment, me semble un peu risqué. Et enfin, je terminerai là-dessus sur les ressources plus globalement publiques. Vous avez parlé de prélèvements exceptionnels pour les entreprises qui ont fait des bénéfices pendant la crise. Ça me paraît une piste intéressante. Je ne sais pas opérationnellement comment c'est possible. Vous avez parlé donc des droits de mutation à titre gratuit. Vous avez parlé des plus-values immobilières. Ça repose la question qui est déjà dans le débat public, qui a été remise dans le débat public quelques jours après le début du confinement et de la crise, d'un impôt spécifique sur la fortune, ou en tout cas sur les revenus les plus élevés, alors exceptionnels, pas exceptionnels, à quelle ampleur, je ne sais pas. Est-ce que c'est fléché Sécu ou pas? La question peut se poser. En tout cas, il y a quelques années, on a dû retransférer au budget de l'État des recettes spécifiques sur les revenus du capital en raison de la jurisprudence européenne pour les non-résidents qui, du coup, ne payent plus ces prélèvements. Enfin, en tout cas, pour qu'ils continuent à les payer, il ne fallait plus les flécher vers la sécurité sociale. Ça a été neutre parce qu'on a reçu de la TVA en contrepartie, mais ça repose quand même la question d'un financement de la sécurité sociale par les très hauts revenus, soit sous la forme d'un impôt sur la fortune ou d'un retour de prélèvements sociaux sur les revenus du capital. Voilà à peu près les remarques et les questions que j'avais.
Merci. Bien, ce que je propose, c'est que Enguerrand, là, qui, on le sent, veut répondre parce qu'il a envie de défendre les propositions de NS Stratégie, répondre sur la question des financements. Je propose aussi qu'on prenne d'autres questions qui ne seraient pas que sur les financements. Par exemple, dans la ligne de conversation, il y a une question sur le guichet unique. On y reviendra parce que je pense que c'est un sujet important sur lequel vous avez moins mis l'accent à l'oral là que sur celle du financement. Enguerrand. Alors, il y a, avant que tu commences, pardon. est-ce que tu veux l'annexe en fond d'écran? Ah, pourquoi pas, si on peut mettre l'annexe en fond d'écran en même temps, c'est pas mal. Alors, donc, si j'ai bien compris, il y a 5 questions, les allégements généraux, la C3S, la TS, la fusion IR-CSG et l'ISF. Je vais commencer par les allégements généraux. Alors, effectivement, j'ai davantage parlé des allégements pacte de responsabilité volet 2016 parce qu'il finançait le scénario 1. Mais le scénario 2, lui, est financé à la fois par la rationalisation de ces exonérations-là, mais aussi par la suppression de l'abaissement de 6 points de charge CICE au-dessus d'1,6 SMIC jusqu'à 2,5 SMIC. Et là, c'est 8 milliards. Comme on peut le voir sur le tableau, on compte le faire en plusieurs fois, c'est-à-dire d'abord le pacte de responsabilité en 2021 et d'ici 2024, pour revenir à la totalité des exonérations au-dessus d'1,6 SMIC. Et effectivement, on peut aussi lancer une réflexion plus générale sur les exonérations. Je pense notamment à un rapport de l'IGF de 2018, si je ne dis pas de bêtises, sur les exonérations ciblées, où il y a un certain nombre d'exonérations ciblées qui pourraient également être supprimées. Notamment l'exonération pour le fait de détenir un arbre qui produit des dattes. Si je me trompe peut-être de fruits, mais il y a un certain nombre d'exonérations où la question se pose. Sur la C3S, ça faisait référence à un rapport du Conseil d'analyse économique de 2018, je dis peut-être des bêtises, impôt pour ou contre la production, qui expliquait que la C3S réduisait notre balance extérieure de 5 milliards d'euros et qu'elle se répercutait sur les sous-traitants. Et donc, effectivement, elle bénéficie essentiellement, sa suppression bénéficiera essentiellement en premier lieu aux entreprises de la grande distribution, mais normalement, par effet de ruissellement, si je puis dire, elle devrait bénéficier à l'ensemble de l'industrie française et dans le même temps, les entreprises de la grande distribution seraient concernées par le rétablissement provisoire de l'impôt sur les sociétés à un taux exceptionnel. Sur la taxe sur les salaires, effectivement, le troisième milieu après les hôpitaux et le médico-social qui est le davantage concerné, c'est le milieu bancaire. Alors, dans nos propositions, on n'a pas pensé que ça pouvait arriver à terme à sa suppression parce qu'on a considéré que selon l'adage, à situation différente, moyens différents, les banques n'étant pas tout à fait dans la même situation que les hôpitaux et que le médico-social, on a pensé que la suppression de la part TS pour le médico-social et les hôpitaux ne remettait pas en question la constitutionnalité de la TS, mais dans le cas de la TS Banque sur un renforcement de la taxe Tobin, par exemple. On n'y a pas vraiment réfléchi, mais on pourrait y penser. Enfin, sur la fusion IR-CSG, on pourrait aussi réfléchir à un scénario moins ambitieux si jamais cette fusion-là est vraiment trop décriée, qui concernerait uniquement une fusion entre IR-CERH, qui réduirait aussi le caractère limité de l'IR, et à une fusion CSG-CRDS. Alors, ça n'accroîtrait pas beaucoup l'assiette de la CSG, mais sur le marché de l'or ou sur le marché de l'art, ces deux marchés seraient concernés et ce serait déjà un premier volet simplification. Et enfin, sur le volet ISF, on le propose, comme vous pouvez le voir ici, plus haut, s'il te plaît, Stell, en tant que mesure égalité. Voilà ici, création d'un impôt sur la fortune au sein de l'impôt sur le revenu, comme ça s'est fait en Hollande, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau de patrimoine, on considère qu'un revenu foncier fictif est dégagé et il serait imposable au sein de l'impôt sur le revenu. Ça permettrait d'éviter le phénomène de la veuve de l'île de Ré et en même temps, ça renforcerait la progressivité du système fiscal français, donc lutterait contre les inégalités et ça rapporterait tout de même 4 milliards par an rien qu'en 2021. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ces 5 questions. Bien, et donc 5 questions techniques qui ont été traitées. Je propose que nous prenions la question qui est évoquée sur la ligne de discussion, sur la question du guichet unique. Comment crédibilisez-vous votre proposition au regard, je ne fais que lire ce qui était écrit de l'exemple malheureux de l'ISU, qui n'était pas véritablement un guichet unique physique, et en quoi
revoilà la MSA. Le guichet unique de la MSA facilite la gestion de crise actuelle. Y a-t-il quelqu'un de la MSA, là, de la MSA, ayant effectué ses stages en MSA, qui souhaiterait nous dire peut-être aussi un petit mot sur la MSA aujourd'hui? Oui, moi je suis de la Benjamin. MSA. Bonjour. Et voilà. Alors, la MSA, ouais, c'est vrai c'est un peu la carte d'identité de la MSA, le guichet unique. L'idée, c'est que on gère les 5 branches au sein d'une même caisse, et donc c'est forcément qu'il y a une polyvalence des agents, en tout cas dans un premier niveau de front office. Et on pourrait reprendre cette idée suite à la crise du Covid en disant que voilà, dans un premier niveau, les agents de la sécurité sociale seraient multibranches, un peu dans l'idée de l'interlocuteur social unique. Et après, on pourrait aller plus loin à plus long terme. Mais il y aurait, disons, une première phase dans un premier niveau et puis un deuxième niveau dans un deuxième temps à plus long terme. Et sur cet aspect-là, il y a évidemment un aspect économique aussi, de coûts de gestion qui pourraient être réduits. Mais vraiment, l'idée principale à retenir, c'est qu'on remet l'usager au cœur des politiques publiques avant de penser coût de gestion. Et donc, en fait, on lui simplifie les démarches en ayant un seul interlocuteur unique et quelqu'un qui a une vision transverse sur les 5 branches. Dans un premier niveau, parce qu'évidemment, on peut pas obtenir d'une personne qu'elle ait un niveau de détail sur les 5 branches. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ce premier niveau, lui donner une vision globale et lui faciliter les démarches, en tout cas les orientations vers les bonnes personnes ensuite. Avec une offre forte dématérialisée, comme on avait pu la penser sur le GIP Union Retraite, sur le périmètre de la branche retraite, mais qui a été finalement, qui a permis d'avoir une offre 100% digitale, tous les régimes confondus, et que l'on pourrait penser sur, c'est ambitieux, c'est vrai, mais sur le périmètre de la protection sociale. Bien, je suis forcé de faire un peu le garde-chiour, mais de répéter la règle. Lorsque vous parlez, vous pouvez mettre votre micro et votre caméra, comme ça fonctionne. Et lorsque vous ne parlez pas, vous enlevez caméra et micro. Benjamin, c'est pour vous, même si on vous applaudit pour les précisions MSA. Je propose que les gens du groupe 3 répondent à la question sur le guichet unique, plus dans le détail. Qui veut prendre la parole sur le groupe 3? Concernant le guichet unique, il y avait 2 points qui étaient envisagés. Le premier point est par rapport à ce que nous montre la crise, c'est comment faire pour simplifier les démarches des usagers et notamment au niveau dématérialisé. C'est-à-dire que l'idée étant de créer un guichet unique dématérialisé. Alors, comme vient de le décrire Carole rapidement sur un modèle GIP Union Retraite, mais également sur le modèle qui a été lancé par le gouvernement sur le calcul des différentes aides, en allant beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'en ayant une interopérabilité des SI qui permettrait d'avoir derrière un seul point d'entrée pour l'ensemble des démarches de protection sociale. Donc ça, c'est la partie dématérialisée. Et à l'instar de cette partie-là, dans un temps plus long, d'avancer sur un guichet unique tout venant et qui s'accompagne aussi de notre proposition de mutualisation et de notre proposition de fusion d'organismes, que ce soit soit au niveau territorial, soit en interbranche. Alors, je veux bien aussi, moi, alimenter la discussion à partir du sujet qui me semble assez copieux tout de même, du pôle public du médicament. Jean-Marc nous l'explique en quelques lignes, ceci a été évoqué en quelques mots à l'oral. Quelles entreprises voulez-vous nationaliser et pensez-vous réaliste que de procéder de la sorte? Voilà une belle question pour le groupe 3. Et il faut quelqu'un du groupe 3 pour soutenir la proposition du groupe 3. Si Jean-Marc n'est pas connecté, je veux bien essayer d'apporter quelques éléments pour le groupe 3. L'idée, c'était effectivement de développer un pôle fort pour la production de produits, de médicaments qui sont jugés stratégiques en temps de crise, puisqu'on a fait le constat
qu'actuellement, trop de produits n'étaient pas disponibles, notamment parce que les chaînes de production se situent en Asie ou dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde. Donc l'idée, c'est bien de relocaliser en France et éventuellement en Europe des produits qui sont jugés stratégiques pour la population. Donc, on a identifié plusieurs outils, et notamment effectivement la nationalisation, qui est sans doute dans le panel d'outils le plus proactif, le plus radical d'une certaine façon, par dette si nécessaire. Financer le rachat de ces entreprises, mais ça peut être aussi des prises de position sans aller jusqu'à la majorité dans le capital. Ça peut être aussi des investissements, des aides fiscales aux entreprises qui sont en France et qui s'engagent à relocaliser des productions stratégiques. Voilà l'idée sur le pôle de santé et de médicaments à relocaliser en France. Pour compléter la réponse d'Alan, Jean-Marc pensait à l'Ipsen et penser en nationalisant cette production pharmaceutique, faire diminuer les coûts à la fois des génériques et de certains nouveaux traitements issus de la recherche. Et l'entreprise dont vous avez parlé, Julien Damon, c'est l'Ipsen. D'ailleurs, il a fait un très très beau rapport là-dessus, Jean-Marc. C'est étonnant, c'est dommage qu'il ne puisse pas répondre. Parfait. On voulait vous proposer aussi de répondre de manière un peu plus importante sur les différentes réformes. Enfin, c'était une des premières questions que vous posiez dans votre fil. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur les réformes à accélérer et celles qui seraient mises plus en veille? Oui. Alors, je réponds en reprenant la vidéo et le truc très rapidement. Oui, je pense que c'est un des éléments de votre travail qui est très important. Il y a des réformes qui étaient annoncées, d'autres en cours, très substantielles, qui mettaient des gens dans la rue, d'autres qui étaient plus ou moins applaudis, tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce qui, au regard de votre analyse pendant 3-4 jours, là, doit être maintenu? Qu'est-ce qui doit être mis de côté, remisé, accéléré? Vous l'avez dit, mais de fait, je pense que vous êtes allé un peu vite là-dessus. Si vous pouviez un tout petit peu plus développer sur ce point. Voilà. Bonjour. Donc, je vais essayer de synthétiser ce qu'on s'est dit sur les réformes qui étaient soit déjà bien avancées, soit prévues. Donc, ce qu'on a fait, c'est de regarder d'abord l'opinion publique telle qu'elle était avant la crise du Covid, de regarder aussi le niveau de préparation des réformes pour voir la part d'aspect réversibilité ou pas, mais surtout de voir en quoi la crise avait modifié la nécessité ou l'urgence de faire ces réformes, notamment avec l'évolution des besoins sociaux. Et alors j'aurais aimé avoir le slide où on avait mis là les petits carrés avec les réformes. Donc évidemment, le premier élément qui vient à l'esprit, c'est la réforme de transformation du système de santé, donc Ma Santé 2022, donc qui est directement liée à la crise sanitaire. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des aspects qui avec la crise, avaient accéléré la mise en œuvre de la réforme, notamment sur tous les aspects numériques, télémédecine, téléconsultation. Et donc, ça, c'était un premier aspect. Mais qu'en revanche, il y avait d'autres éléments, notamment sur le financement, sur l'hôpital, sur le virage ambulatoire, qui nécessitaient une refondation de la réforme. Et donc, c'est un peu ce qu'ont proposé mes collègues dans les scénarios. Donc, le deuxième aspect qui vient assez naturellement sur la réforme, sur la crise du Covid, c'est l'aspect pouvoir d'achat. Et notamment donc, les réformes de l'assurance chômage et la réforme du revenu universel d'activité. Donc sur l'assurance chômage, il y a des aspects d'extension de la couverture, donc notamment sur les indépendants et sur les démissionnaires, qui nous ont semblé intéressants de continuer à mettre en place. Donc là, on a un retard qui est lié directement à la crise, mais à mettre en place le plus rapidement possible une fois la sortie de crise. Sur le revenu universel d'activité, ça rejoint ce qu'a dit Flora tout à l'heure, par rapport notamment à l'aspect, donc on a vu émerger des besoins sociaux, et le revenu d'urgence dont parlait Flora pourrait être une préfiguration de ce revenu universel d'activité, qui nous semble aussi intéressant d'accélérer, notamment par l'aspect automatisation des informations
Et on a vu que, notamment pour les CAF, c'était assez compliqué d'avoir les actualisations des dossiers pendant cette crise. Et donc, l'aspect automatique du REA donc par la DSN est un élément qui pourrait favoriser son accélération. Et donc, pour finir, sur les retraites, là, on était plutôt sur du report, notamment en lien avec le contexte de financement qui a beaucoup changé et peut-être une moindre priorisation sur l'aspect des dépenses, sur l'aspect vieillesse qui pourrait résulter de cette crise. Voilà. Bien, merci beaucoup Adélaïde. C'était parfait pour repréciser vos observations et positions sur la question. J'ai mis que sur Zoom, vous voyez quand des petits pouces qui se lèvent, c'est formidable. Sur Zoom, vous pouvez, vous, tous les participants, si vous le souhaitez, lever la main de façon numérique. Et je vous donnerai on vous donnera la parole immédiatement. Si vous ne souhaitez pas le faire par l'intermédiaire du système lever la main, vous pouvez le faire directement maintenant pour des questions, des remarques, des précisions, des critiques, tout ce que vous voudrez. Ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas obligatoire. S'il n'y a rien, donc comme nouvelle opinion ou observation, je proposerai alors volontiers à Dominique S'il vous Libaud plaît, d'en dire un mot. excusez-moi, bonjour, c'est Joseph. Je voudrais soulever une petite question, peut-être aussi une réflexion vis-à-vis de l'intervention d'Adélaïde concernant la vieillesse. On sait que par rapport à la réforme de la vieillesse qui était en cours, il était envisagé éventuellement dans sa mise en œuvre ultérieure d'aboutir d'abord à un équilibre financier du régime avant effectivement de mettre en œuvre la retraite. Mais vu les conditions actuelles du Covid et éventuellement ses impacts futurs, est-ce qu'on peut dire que finalement l'ambition d'atteindre un équilibre de la retraite disons que c'est devenu quelque chose d'impossible ou en tout cas de difficilement faisable? La question est au groupe 3. Oui. Concernant cette question, bonjour, je vais me permettre d'intervenir en complément de ce qu'a précisé Adélaïde. Je ne sais pas si tout le monde m'entend parce que j'ai des problèmes de connexion. C'est bon. Ça fonctionne? Pas de problème. Oui. Ok. Très bien. La question de Joseph, en fait, elle rejoint un point qu'on a étudié et qui expliquait aussi pourquoi on a ce report au niveau de la réforme des retraites, dans la mesure où, pour remettre les choses dans le contexte, le fait de revenir à l'équilibre était un des points qui avait été présenté dans le rapport de Levoy et qui a fait l'objet d'une étude au niveau du corps et qui est apparu comme une des conditions qui pouvait faciliter la mise en place d'un système universel de retraite. Les projections initiales qui ont été prises en compte au moment de cette étude-là, c'est ce qu'ont présenté mes collègues tout à l'heure, elles ont fortement évolué, que ce soit dans le cadre macroéconomique ou dans les perspectives de dépenses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pris le parti de se dire qu'on sait qu'on ne sait pas à l'heure actuelle mesurer l'impact en fait, de la crise Covid-19 sur les prévisions initiales en termes de mise en place de la réforme des retraites. En ajoutant à cela aussi ce qui a été précisé en introduction et ce qui a aussi été repris par Adélaïde tout à l'heure, sur les questions d'acceptabilité, on va dire, sociale et du contexte politique au moment de la sortie de crise. Donc pour l'instant, on n'a pas les éléments complets sur ce sujet, mais voilà pourquoi on l'a dépriorisé dans le calendrier des réformes et c'est ce qui apparaît sur la frise qui vous a été présentée tout à l'heure. Dans ce cas, je me permets peut-être de rebondir peut-être en attendant de vous une projection dans un contexte précis. Voici ma question pour laquelle je voudrais une vision prospective. Est-ce qu'on peut imaginer que suite à la récession dans laquelle l'économie du pays tend, est-ce qu'on peut imaginer une baisse des pensions de retraite selon vos estimations? Regardez bien le visage de Bastien qu'on voit toujours, là, la main sur la bouche, il ne sait que répondre, le pauvre. Là. Oui, pour bien comprendre, la question, c'est à système, on va dire, à contexte législatif actuel, dans le même système. Oui, tout à fait. Voilà, je l'ai dit, tout à fait, puisque la nouvelle réforme envisagée n'est pas rentrée en vigueur, donc c'est forcément avec le système actuel. Donc, c'est pour savoir, est-ce qu'on peut se dire, en termes d'anticipation, d'études prospectives, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'à la sortie de la crise, en tout cas, ou en période de récession,
qu'on ait une baisse des pensions de retraite? Alors là, au niveau de l'analyse qui a été faite par EN3S Stratégie, on n'a pas été aussi loin. Toujours est-il qu'on connaît les leviers d'ajustement possibles avec notre système de retraite actuel, que ce soit le niveau moyen de pension comme évoqué par Joseph, mais qui dépend aussi du cadre économique général, qu'on ait le rapport entre le nombre de cotisants et de retraités et le niveau des prélèvements qui sont rapportés à la masse des revenus d'activité. On ne sait pas si il est possible de mettre. On sait qu'on peut jouer sur ces trois leviers-là. Très honnêtement, sans faire de la prévision, de la projection, jouer en sortie de crise avec le contexte économique et social que va connaître le pays sur une baisse du niveau moyen de pension, la décision n'appartiendra pas à EN3S Stratégie. En revanche, ça paraît être une option difficilement bankable au vu de la situation rencontrée et des enjeux qui sont rattachés à ça. Le niveau moyen de pension, en tout cas, là, ça n'engage que moi et peut-être pas l'ensemble de mes collègues, mais je ne pense pas que ce soit le curseur sur lequel on puisse jouer en sortie de crise. Si je peux compléter ce que vient de dire Bastien, c'est vrai que d'un point de vue économique, ce serait déjà une mauvaise idée puisqu'il y aura un effet récessif. Et puis d'un point de vue politique, ce serait catastrophique de diminuer les retraites au sortir d'une crise qui touche essentiellement les retraités. Donc, je pense pas que ce soit souhaitable et que je ne pense pas que ce soit ce qui sera fait de toute façon. Mais juste peut-être, Dominique Hibaud, un petit mot là-dessus. En fait, la question n'est pas du tout, est tout à fait intéressante d'une certaine façon, parce qu'en fait, la réforme suédoise, qui était plus ou moins à l'inspiration de la réforme des retraites, plus ou moins d'ailleurs, mais elle visait à faire que l'évolution des pensions de retraite en Suède soit beaucoup plus connectée à l'évolution des revenus d'activité et à la croissance. En fait, il y a tout un courant économique qui dit un des problèmes de l'indexation sur l'inflation comme en France, c'est le fait qu'il y a une déconnexion de la réalité de l'activité économique de la croissance, avec la critique que quand ça va bien, les retraités ne bénéficient pas assez de la croissance de l'économie, mais que quand ça va mal, ils ne sont pas assez solidaires des actifs. Et donc, on a vu en 2008 que le système suédois conduisait à une baisse, effectivement, des pensions en Suède. Du reste, elle a une baisse tellement forte qu'ils n'ont quand même pas appliqué complètement leur modèle et ils ont donc fait une baisse plus réduite que ce qui était prévu. Mais donc, le nouveau système d'indexation qui était prévu dans la réforme des retraites, à terme, parce qu'il n'était pas d'application immédiate, effectivement, il visait aussi un petit peu à relier par rapport aux revenus d'activité. Donc, en fait, oui, c'est une vraie question. En fait, en période de crise et de déséquilibre financier très important du système de retraite, est-ce qu'on joue sur la variable donc des pensions? Il y a des systèmes qui le font, et puis il y a d'autres, y compris pour les raisons qui viennent d'être évoquées par les élèves, c'est-à-dire de dire c'est pas très forcément intelligent en termes de sortie de récession, qui ne le font pas. C'est plutôt le système français qui prévoit une indexation. Alors, en revanche, ce qui s'est déjà fait dans le passé, c'est que éventuellement l'indexation sur l'inflation ne joue pas complètement et qu'il puisse y avoir des pensions qui évoluent moins vite que l'inflation. Enfin, on verra, mais voilà, on voit bien que les différents systèmes de retraite, effectivement, réagissent pas du tout de la même façon face à une crise, à une récession et notamment à une baisse des revenus d'activité. Alors, quand le directeur s'exprime, vous avez le droit de mettre aussi des petits pouces ou des petits clap-clap, ce n'est pas interdit. Alors, pour sourire, ça marche, parfait. Petit mot, sauf si certains veulent encore que l'on parle de ce sujet des pensions de retraite abaissées, à stabiliser, les perspectives de compte notionnel ou simplement de points sans le système des comptes notionnels. Si personne ne veut en dire un mot, je souhaiterais que le groupe 3, donc l'a fait là, le repasse, nous reprojette ce qui a été un gros élément de son travail et qui apparaît comme le crowbar de son communiqué de presse, c'est ses perspectives financières. Alors, il y a le débat sur la possibilité de vraiment prévoir tant les évolutions du PIB et bien sûr le détail de ce qui va pouvoir se passer en matière de protection sociale. Et si vous pouviez commenter rapidement ce que vous avez fait là et qui donne quand même à mon sens une image assez nette de ce qui pourrait se passer, je crois que ça vaudrait le coup. Cédia, est-ce que tu y vas ou... Oui, je peux commencer. Okay. Je n'ai pas de webcam, je suis désolée.
Alors, l'idée, c'était de montrer en 2020 une estimation avec les données objectives dont on dispose à un moment T et de le mettre en perspective avec la crise de 2008, en rappelant effectivement que toutes choses égales par ailleurs, nous ne sommes pas dans la même situation, mais c'est la crise importante qu'on a connue récemment. Et dans ces projections en rapport de variation du taux de PIB, on aperçoit que de manière similaire, on sortirait de cette crise de 2020, du Covid, en retour à l'équilibre en 2030. Donc ça reste une tendance, une projection. Après, ce qui était de dire ensuite de ce constat, c'est de dire quelles sont les mesures qui seront prises au niveau de l'Union européenne, au niveau budgétaire, monétaire et au niveau des banques centrales, qui permettront effectivement d'avoir un rebond qui semble envisagé par certains économistes en 2021. Maintenant, cette projection, effectivement, elle a vocation uniquement à dire qu'en 2020, on s'attend effectivement à une perte, à une récession et qui aujourd'hui est estimée à moins 5%, à moins 5 points de PIB. Et en 2020, personne ne peut réellement se projeter, mais de dire, comme l'a dit Mathieu, la protection sociale et la sécurité sociale aura son rôle d'amortisseur à jouer dans le cadre aussi de cette crise, et qu'elle joue déjà d'ailleurs. Donc, la méthode en soi, je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est que ça a été fait en fonction des variations de PIB par rapport à ce qui s'est passé en 2008 jusqu'en 2018. Et donc, ça a été mis ça a été corrélé avec, avec ce qui se passera pour estimer 2021 à 2030. Mais ça reste une estimation, ça reste un scénario. Et donc, l'idée réelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir analyser davantage les mesures qui permettront d'éviter des déficits sur encore 10 ans, à l'instar de ce qui s'est passé en 2008 jusqu'en 2018. Mais on voit aussi que des aléas peuvent survenir et même si on tend vers un retour à l'équilibre, finalement, les mesures d'urgence peuvent être prises et altérer ce retour à l'équilibre. Donc voilà. Je ne sais pas si Alan veut compléter par rapport à ce que je viens de dire. Non, simplement peut-être pour dire qu'effectivement, l'objectif pour nous, c'était d'essayer de préciser déjà pour 2020, à partir des résultats de l'année 2019, qui était sans doute la pire lors de la précédente crise. Et donc, on voit effectivement que, en se basant sur un taux de croissance à moins 5% en 2020, en reprenant les mêmes conséquences qu'il y a eu sur la trajectoire de la sécurité sociale, on arrive à un déficit d'environ moins 50 milliards pour l'année 2020, donc un déficit extrêmement important, beaucoup plus important qu'en 2009, mais qui traduit aussi le fait que le choc est d'une ampleur bien plus importante, sans doute qu'en 2009. Et ensuite, effectivement, pour les années qui suivent, comme tu l'indiquais, on a repris les mêmes taux de croissance. Alors, peut-être dire qu'on a eu beaucoup de discussions sur les hypothèses de croissance qui pouvaient être retenues. Du coup, on a retenu quand même un scénario assez noir où la croissance reviendrait de façon très progressive. Mais effectivement, tout est conditionné à la façon dont l'économie va redémarrer, et ce qui d'ailleurs pointe une faiblesse du financement de la protection sociale qui reste encore très largement corrélée au niveau d'activité de l'économie réelle. Voilà. Et également, je peux ajouter que une des informations aussi dont on a beaucoup discuté, c'est qu'avant la crise, donc un point de masse salariale, c'est 2 milliards, et un point d'inflation, c'est 1,7 milliard, et qu'avec un scénario de reprise plus dynamique, le besoin de financement se réduirait. Donc, encore une fois, c'est vraiment pour rappeler que là, c'est un scénario, un parmi d'autres. Et puis, ce sont des scénarios de long terme. Alors, c'est vrai que EN3S stratégie est versée dans le long terme. Je pense que je voudrais que vous répondiez, avant qu'on fasse un brin de conclusion avec Dominique Libaud, à la question que pose David Warup. Je vous la lis pour ceux qui ne l'auraient pas eu sous les yeux. D'où vient le creux anticipé en 2028? Vous voyez qu'on est vraiment dans le long terme. Pour y répondre, je pense qu'il faut reprojeter les courbes. Donc, d'où vient le creux anticipé en 2028 alors que le PIB serait plutôt en croissance cette année-là? Alors,
D'où vient le CRA en 2028? Alors, pour répondre à cette question, il faudrait savoir ce qui s'est passé en… Ah oui. Alors, ça correspondrait à 2015. À 2017 peut-être, où il y avait 2% dans tous les cas de croissance. Peut-être qu'on a aussi tenu compte des résultats réels du déficit de la sécurité sociale cette année-là. Donc c'est vrai que là sur le siège, c'est pas forcément évident de répondre à cette question pour une année précise, mais l'idée vraiment à laquelle on s'était attaché, c'est quand même d'essayer de formaliser une trajectoire d'ensemble pour bien montrer l'idée que là, le choc est considérable pour 2020 et que la contrainte financière sera très forte pour de très nombreuses années sur les comptes de la sécurité sociale et sans aucun doute aussi sur l'ensemble de la protection sociale. Bien, alors ce que je vous propose, d'abord, c'est d'avoir à l'esprit, bien évidemment, que déjà en 2020, c'est compliqué. Il y a plein d'incertitudes, naturellement, et ça, c'est en fonction des hypothèses que vous avez prises, que l'on peut avoir des informations sur 2028 et en discuter pendant longtemps. Je propose qu'on passe la parole à Dominique Libaud pour conclure. Avant peut-être la conclusion de Dominique Libaud, il est bon, enfin, en tout cas de mon point de vue, et c'est personnel, alors de vous remercier tous pour tout ce boulot qui a été fait en très peu de temps, avec des contraintes élevées. C'était dans le cahier des charges. Et si je pouvais, je mettrais moi donc des petits bravos à chacun des noms que je vois s'afficher là. Et maintenant, je laisse la conclusion au directeur. D'abord, je m'associe à vos remerciements. Je pense que vraiment, c'était des exposés, d'ailleurs pour les trois groupes, tout à fait pertinents, adéquats et qui, voilà, je pense qu'ils ont tout à fait rempli le rôle qui était le leur de nous faire réfléchir collectivement sur ces incidences de la protection sociale, de la crise Covid, pardon, sur la protection sociale. Et voilà, j'espère que ce moment de réflexion collective, effectivement, sera, enfin, voilà, aura été perçu comme intéressant par les uns et les autres. Moi, quelques éléments de réflexion donc sur l'avenir. On voit que, moi, je dirais simplement, il y a quelques grands sujets peut-être qui vont être des sujets de débat, en tout cas, pour dessiner l'avenir. Le premier, c'est la place de la protection sociale, tout simplement. Oui, elle est confortée dans la crise et en même temps, elle sera interrogée demain. Ne nous faisons pas trop d'illusions non plus, du fait notamment des contraintes financières. Et donc, il va y avoir des vrais arbitrages autour de la place de la protection sociale, de son identité. J'ai évoqué aussi les questions, vous l'évoquiez, les questions de ressources. Moi, je continue à penser qu'effectivement, si on veut une protection sociale forte, on a intérêt à avoir des ressources dédiées fortes et un budget spécifique et un examen démocratique spécifique de la sécurité sociale. C'est ce qui a fondé la loi de financement de la sécurité sociale. Dans notre récente réflexion au HFIPS, qu'on avait repris avant évidemment la crise, mais on a redit l'intérêt avec les partenaires sociaux, avec tous les partenaires d'une loi de financement de la sécurité sociale, mais j'y reviendrai peut-être un petit peu, peut-être moins financière, peut-être qui dresse plus de place aux objectifs sociaux portés par ces différentes politiques. Mais en tout cas, voilà, il y a un vrai sujet premier sur quelle place la protection sociale demain. Et derrière, on voit bien qu'il y a la question des prélèvements qui est derrière. Si c'est une place importante, il y a aussi des prélèvements collectifs relativement importants. C'est un débat politique classique, mais qui va être un peu renouvelé par la crise sanitaire et économique. Derrière ce sujet de la place de la protection sociale, les contenus de la protection sociale sont interrogés. Vous l'avez évoqué. Moi, je retiendrai notamment quand même quelques sujets. Le sujet des travailleurs indépendants, ça fait partie un peu des trous dans la raquette, des limites de la protection sociale donc sur certains sujets, et ça a été aussi accru par le phénomène des auto-entrepreneurs, c'est-à-dire l'apparition de travailleurs indépendants qui sont très modestes en termes de revenus financiers, surtout en situation très précaire, très dépendants de donneurs d'ordre, de plateformes, etc. Et on voit bien dans la crise
la fragilité énorme de ces populations. Donc, dès que le vent souffle fort et que ça va mal. Donc, voilà, les contenus de la protection sociale vis-à-vis d'un certain nombre de populations, me semble-t-il, doivent être interrogés, et notamment vis-à-vis des auto-entrepreneurs. Bon, et puis vous l'avez dit, je ne saurais évidemment qu'abonder dans ce sens, ce sujet du grand âge, de la protection sociale du grand âge, évidemment, ressort avec une acuité toute particulière de cette crise. Les personnes âgées sont les premières victimes de la crise. Un tiers des décès, d'après les données actuelles, ont lieu en EHPAD. Il est aussi tout à fait significatif d'ailleurs que ces données des morts en EHPAD, des décès en EHPAD, ne soient apparues que relativement tardivement. On a bien vu la mobilisation légitime, évidemment, autour des hôpitaux et la préoccupation du médico-social, des EHPAD, des services à domicile, un peu dans un deuxième temps. C'est des services qui sont extrêmement en difficulté et moi, je crois plus que jamais nécessaire, évidemment, une loi grand âge et une loi très centrée autour de la revalorisation des métiers du grand âge. Comme tout le monde le sait, on a ce défi démographique, mais voilà, on est très content d'avoir des personnes qui sont là, assurent la continuité des soins en prenant des risques personnels, avec des protections insuffisantes pendant la période, voilà. Enfin, moi, je trouverais vraiment totalement inadmissible, effectivement, que la société ne fasse pas plus qu'un geste, mais enfin une marque à travers une réforme, donc non seulement la reconnaissance, mais la volonté d'assurer une autre vision du grand âge et une autre vision aussi pour les professionnels du grand âge. Mais au-delà d'ailleurs de la vision des professionnels, dans ces contenus de la protection sociale, il y a bien d'autres sujets vis-à-vis du grand âge, y compris des sujets lutte contre l'isolement social, des sujets parcours de santé, etc., qui me semblent totalement encore plus pertinent après la crise qu'avant. Et donc, évidemment, voilà, compte tenu de la protection sociale, j'insiste sur ces deux points, travailleurs indépendants et évidemment grand âge. Après la place, les contenus de la protection sociale, certainement les conditions de la soutenabilité. Les conditions de la soutenabilité, mais au sens large de la protection sociale. Donc, c'est bien sûr les questions financières que vous avez abordées. La dette, les prélèvements, toutes ces questions de soutenabilité vont revenir. Donc, voilà, c'est évident. Donc, il va falloir les traiter. Et les courbes que vous avez montrées sont intéressantes pour montrer à la fois l'ampleur du phénomène actuel et peut-être aussi que néanmoins, il n'est pas complètement impossible d'ores et déjà de penser qu'on peut revenir sur une dizaine d'années, sur une décennie, peut-être effectivement à une situation nettement plus satisfaisante. Voilà. En tout cas, c'est question de soutenabilité financière. Mais au-delà de ça, j'ai toujours pensé que la soutenabilité de la protection sociale, ce n'était pas simplement financier, c'était aussi l'adhésion de la population, mais aussi ce que j'appelle le rapport entre cette protection sociale et la responsabilité de chacun, la responsabilité individuelle. Bon, la crise sanitaire, à la fois montre la pertinence et la nécessité de la protection sociale collective, universelle, mais aussi de la responsabilité individuelle. On voit bien effectivement qu'il est demandé à chacun une forte responsabilité, le respect des gestes barrières, le respect du confinement. Et demain, dans la reprise de l'activité, il va falloir à nouveau effectivement faire preuve de responsabilité individuelle. Il est peut-être encore trop tôt pour le dire et c'est peut-être prématuré, mais on a quand même un peu la perception que les pays qui s'en sortent le mieux pour l'instant, plus rapidement, sont peut-être les pays dans lesquels cette responsabilité individuelle est la plus développée. Voilà. Et donc, ce couple responsabilité individuelle, protection sociale collective me semble vraiment important, mais pour moi, si on veut vraiment le faire vivre, eh bien, ça demande de l'éducation, ça demande un travail très en amont de pédagogie sur ce que j'appelle la citoyenneté sociale. Voilà. Et je pense que la citoyenneté sociale et sanitaire aussi, bien, c'est un sujet qui va ressortir comme un sujet important, qui devrait ressortir comme un sujet important de la soutenabilité du système de protection sociale sur le long terme. Quatrième aspect que je voulais souligner,
Et pour moi, peut-être un des plus compliqués, surtout c'est un peu compliqué, mais le renouvellement du pacte avec le système de santé, entre la protection sociale et le système de santé. On voit quand même, il suffit de lire beaucoup d'articles, notamment venant des hospitaliers, que le mode de financement qui a été celui notamment de l'hôpital, la façon de l'aborder avec des objectifs financiers, tout ceci est très très mal vécu du côté hospitalier. D'ailleurs, il est aussi frappant de noter que c'est beaucoup moins vrai du côté de la médecine de ville. On n'a pas du tout ce phénomène. Je note du reste, même dans la crise, derrière la déclaration plus que bienveillante des médecins généralistes vis-à-vis de l'assurance maladie. Donc, mais on a ce rapport quand même très compliqué et cette interrogation tout à fait légitime donc de comment piloter demain les dépenses d'assurance maladie. J'ai parlé de l'hôpital, mais c'est aussi vrai du médicament. Sur d'autres raisons, c'est vrai que la politique du médicament en France, elle a quand même été beaucoup axée sur la baisse des prix. La baisse des prix pour tenir des objectifs de dépenses d'assurance maladie. Donc, ça a été la politique du générique, ça a été une politique de révision des prix, qui a été un des éléments, pas certainement le seul, mais quand même un des éléments de cet émiettement de la chaîne donc, du médicament à travers une certaine délocalisation, puisqu'on avait beaucoup d'industries d'industrie du médicament en France et de production en France il y a 20 ou 30 ans, et beaucoup moins aujourd'hui. Donc, effectivement, une délocalisation, y compris pour des médicaments stratégiques, parce que tous ne sont pas stratégiques, mais enfin, bon, donc dans d'autres continents, et surtout une perte de connaissance de cette chaîne. Donc, voilà, le sujet de la souveraineté sanitaire qui revient, qui est notamment abordé par le président de la République, soulève cette question de la politique du médicament. Vous avez abordé une hypothèse de nationalisation, pourquoi pas. Il y a sans doute d'autres outils, d'autres leviers à imaginer, à repenser, puisque en fait, nous sommes dans une politique où les pouvoirs publics ont énormément de leviers vis-à-vis de la chaîne du médicament, de l'autorisation de mise sur le marché, aux décisions de remboursement, aux décisions de prix, des contrats qui existent. Donc, comment on utilise ces leviers demain dans une nouvelle relation entre l'assurance maladie et le médicament. Donc, je pense vraiment que la crise sanitaire nous amène à repenser un certain nombre d'éléments de relation avec le système de santé et les producteurs du système de santé, et c'est sans doute un élément vraiment extraordinairement important. Je terminerai juste en disant qu'il y a un aspect finalement qui a été assez peu abordé, et finalement de façon assez légitime, et qui peut poser question. Enfin, ça a été tout petit peu abordé, c'est les aspects Union européenne. De quelle façon les questions de solidarité, les questions de vision commune au niveau de l'Europe vont être ébranlées, renforcées par cette crise sanitaire. Évidemment, on peut voir verre à moitié vide, verre à moitié plein. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Certains voient toutes les lacunes et les limites de l'Union européenne. Néanmoins, on vient de voir hier donc un plan qui a réussi à être mis en place par les ministres de l'économie. Je pense que c'est pas non plus complètement déterminé. Il y a des propositions fortes à nouveau qui reviennent en matière d'assurance chômage européenne, qui est un thème qui est porté par ceux qui voudraient que l'Union européenne soit plus présente sur certains domaines de la protection sociale et qu'il y ait un peu plus de solidarité au niveau de l'Europe. Je pense qu'aussi, comme c'est une question forte, effectivement, qu'on doit se poser au sortir de cette crise, et du reste, cette solidarité au niveau de l'Union européenne, on peut peut-être étendre la question au niveau de la solidarité au niveau mondial, parce que on le sait, la crise a atteint quasiment tous les pays, et beaucoup de pays sont moins armés que nous face à cette crise sanitaire, beaucoup moins armés en termes de protection sociale, et auront sans nul doute besoin de formes de solidarité pour aussi sortir leur population de cette crise. Donc, n'oublions pas effectivement d'élargir notre regard aux autres pays lorsque nous pensons à la prospective de l'évolution de la protection sociale suite à cette crise. Voilà ce que je voulais dire en quelques éléments pour essayer de
concourir à cette prospective, et évidemment sans aucune prétention à l'exhaustivité, mais simplement pour nourrir la réflexion de tous. Voilà. Et je renouvelle mes remerciements à tous celles et ceux qui ont présenté les exposés, à ceux qui ont suivi, à Julien pour avoir très brillamment animé ces sessions comme à son habitude. Merci beaucoup à tous. Julien, vous dites un dernier mot? Je veux bien dire un dernier mot, surtout que j'ai changé mon fond d'écran avec la reine d'Angleterre, donc ça va très bien, mais c'est simplement pour remercier tous les participants à cette opération. J'avais eu l'idée de faire cela, j'avais proposé à Dominique qui avait réagi et qui évidemment l'avait retrituré dans le fond. Je voulais faire 4 groupes, il y en a 3, les thèmes n'étaient pas exactement les mêmes, mais tout ceci a donné lieu, je trouve, à un travail de qualité. Je vous disais un tout petit mot là sur la conversation Zoom, par le fait que France Stratégie, donc je dis que c'est un ersatz donc, par rapport à ENS Stratégie, a lancé un séminaire soutenabilité. On verra quand on aura reçu là, vos productions finales. Alors, ne prenez pas plus d'un quart d'heure pour les revoir, là, hein, notamment les PowerPoint, mais là, les communiqués de presse qui sont attendus là, pour tout à l'heure, on ne les envoie pas à la presse, mais on verra ce que l'on fait de tout cela et potentiellement, on pourrait regarder avec France Stratégie s'ils sont intéressés, France Stratégie ou d'autres par la suite, par cette mise au pot commun de réflexion sur la soutenabilité en général, mais de notre affaire EN3S, la soutenabilité de la protection sociale. Voilà, moi, je ne saurais vous souhaiter autre chose qu'un bon week-end maintenant. Merci. Et on n'a qu'à tous s'applaudir en beauté, et puis voilà, super. J'aurais voulu juste dire un petit mot de conclusion, si vous permettez. Simplement remercier l'ensemble des élèves pour la qualité de leur production. C'est vrai que la journée a été extrêmement riche sur un sujet forcément mouvant, avec une grande part d'incertitude encore, mais voilà, je suis assez impressionnée par la qualité des travaux aujourd'hui, donc merci à tous. Merci à Julien Damon de nous avoir suggéré ce module qui, on l'a vu, hein, est vraiment a été d'une très grande richesse et c'est évidemment la première brique d'un long débat, je pense, qui va nous occuper dans les prochains mois et auquel l'école, bien entendu, doit prendre sa part. Et effectivement, je pense que c'est une excellente idée que ces travaux des élèves soient valorisés, notamment sur le site de France Stratégie, sur la soutenabilité. Donc voilà, et j'aimerais également remercier Anne-Clémence qui a œuvré pour la mise en place de ce module en un temps record. Donc merci à elle pour son implication et son efficacité. Et voilà, et merci à tous.